Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Économie et Livres, un magazine qui place les préoccupations socio-économiques au cœur même du savoir littéraire. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un écrivain dont la plume inspire justement l'abnégation, mais également l'éveil des consciences. Et lui, c'est Ludel Belou. Il est écrivain, il est banquier, il est auteur de l'ouvrage que nous allons décortiquer avec vous, L'Afrique doit se réveiller. Ludel, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci infiniment. Bonjour M. Igor, vous allez bien vous également? Ça va, merci. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir ici à Ecofin Télévision pour justement décortiquer l'ouvrage dont on a fait évocation tout à l'heure, L'Afrique doit se réveiller. Un titre interpellateur et évocateur évidemment d'une nécessité, d'un impératif. Pourquoi le choix de ce titre? C'est vraiment là la question générique de cette émission. Alors, merci beaucoup M. Igor pour la question. Déjà, comme vous le savez, l'Afrique doit se réveiller. Aujourd'hui, c'est une obligation pour nous de se réveiller. Pourquoi l'Afrique doit se réveiller? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est suffisamment outillée pour faire face à l'évolution du monde? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Africain, minimum chez lui, a la capacité de pouvoir se sentir heureux dans son continent? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, je pense que nous sommes tous ici conscients que ces impératifs, comme je viens de les citer, ne sont pas disponibles pour chaque Africain. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons pouvoir nous réveiller, parce qu'il est important de pouvoir se mettre au standard international, de pouvoir également se sentir à l'aise et heureux chez nous pour éviter la fuite de nos hommes vaillants et de notre intellectualisme. Et par quel mécanisme, si on peut le dire ainsi, puisque vous parlez de l'impératif du réveil du continent africain, par quel mécanisme probant doit passer ces réveils du géant continent africain, si on peut le dire ainsi, au regard évidemment des défis qui contraignent le développement de ces continents? Alors, au regard de tous les défis, d'accord, ce qu'il faut reconnaître, c'est d'abord regarder l'Afrique dans toute sa diversité culturelle, politique, économique, et ainsi que son côté démographique. Ça, ce sont des points qu'il faut regarder. Et puis, il faut regarder également les compétences que nous pouvons cultiver en interne. D'accord? Parce que je pense qu'aujourd'hui, le monde a tendance à regarder l'Afrique dans une grandeur, sauf nous-mêmes les Africains. Okay? Parce que ça va faire plusieurs années, plusieurs décennies, que les autres continents travaillent dans l'objectif de progresser, de grandir, de s'industrialiser. Mais l'Afrique reste toujours dans ses problèmes, liés soi-disant à une pauvreté qu'on nous a insérée, liés soi-disant à nos petits problèmes, liés soi-disant à nos problèmes ethniques, etc. Mais je pense que là ne devrait plus être notre objectif. Parce que si nous devons pouvoir nous considérer aujourd'hui comme étant un continent qui avance, nous devons se dire que les autres doivent également nous respecter. J'avoue qu'aujourd'hui, quand vous essayez de suivre l'activité internationale, tous les continents du monde pensent que l'Afrique a du potentiel, sauf nous-mêmes les Africains. Et donc nous devons être en mesure de montrer ça. Les difficultés, il y en a partout. Moi, je pense que dans la vie d'un être humain, il y a toujours des difficultés. Monsieur Igor a ses difficultés, Monsieur Ludel a ses difficultés. De la même manière aussi, sur le plan occidental, ils ont leurs difficultés. Mais avant tout, ils ont tout fait pour avoir un minimum. Et pour avoir un minimum, il faut savoir travailler. Il faut savoir s'abandonner à des futilités. Il faut avoir des objectifs, il faut avoir une ambition. Parce que si vous n'avez pas d'ambition, si vous vous voyez toujours petit, vous n'allez pas avancer. Et donc, quand tout commence par un rêve, et un rêve commence par un pas, et donc si tout le monde décide de faire le pas, nous allons tous avancer. C'est même ça l'objet du livre, en fait. C'est justement ça même le sens de la question de la précédente, de la suivante préoccupation qu'on allait poser ici. Vous avez dit que tout le monde reconnaît en fait le potentiel du continent africain, mais également des Africains, Exactement. Mais sauf l'Africain lui-même. Qu'est-ce qui astreint à l'Africain de reconnaître l'énorme potentialité qu'il regorge au terme de la démographie, au terme des richesses, des ressources naturelles et bien d'autres encore? Alors aujourd'hui, c'est un problème générationnel. Ce qu'il faut reconnaître en premier, c'est que aujourd'hui, notre génération est la génération de ceux qui dirigent l'Afrique. Comme je dis d'une manière globale, l'Afrique, sur le plan administratif, comme on pouvait le constater, surtout l'Afrique noire, on est tous liés à des mêmes difficultés, des mêmes problèmes. D'accord? Mais notre génération, nous avons cette chance-là, d'être cette génération qui a la capacité d'avoir accès aux informations d'une manière un peu plus directe, via Internet, via les processus de numérique, la digitalisation, l'industrialisation, etc.
Et on a tendance à prendre vite conscience que ce qui nous gère en ce moment. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans mon livre, je la dédie à ma génération et à toutes les générations confondues. Parce que je pense que le livre n'a pas qu'un caractère, n'a pas sélectionné de générations, c'est de manière globale. C'est pour mettre une puce à l'oreille. En fait, c'est pour dire, il est temps de comprendre. Il est temps de s'informer. Il est temps de se concentrer et il est temps de réfléchir dans la continuité. Et comme ma voix ne porte pas assez, alors je me suis plongé dans mes écrits. Je pense qu'aujourd'hui, j'encouragerais toutes les personnes qui pensent que l'Afrique a ce réel potentiel d'aller vers l'avant, de pouvoir s'en procurer et de lire. Et moi, je suis là pour, honnêtement, partager, au fait, des émissions pareilles, pour pouvoir m'exprimer un peu plus. Et pour ceux qui vont suivre, je les encouragerai non seulement à suivre, mais à lire également, à s'en procurer le livre, de manière à ce que nous soyons une génération qui soit centrée sur un objectif commun, qui est donc l'Afrique qui doit se réveiller. Avant justement de poser la question qui va en fait épingler en tout petit peu la problématique de l'industrialisation du continent africain, revenons un peu sur ces motifs de la culture de la lecture. Vous l'avez évoqué, c'est vraiment, vous l'avez épinglé, disant que voilà que c'est un problème intergénérationnel. Mais quand on regarde bien la génération d'aujourd'hui, permettez-moi cette redondance, on a comme l'impression que les gens ont du mal à développer cette culture de la lecture. Pensez-vous que le message que vous véhiculez derrière ces livres sera en fait répercuté, on va se répercuter auprès de cette nouvelle génération qui a tendance à voir le monde des réseaux sociaux, qui est figé dans les réseaux sociaux et avec certaines, je dirais peut-être, passez-moi l'expression, futilité. Je suis un tout petit peu d'accord. C'est vrai que il y a un adage qui dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, cache dans le livre, il ne le fera pas forcément. C'est vrai. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui aussi, c'est qu'un monde numérique, aujourd'hui, avec beaucoup de facilité d'accès à l'information, tu entendras des jeunes qui te disent, moi je préfère un livre audio, tu entendras ceux qui vont te dire, moi je préfère un livre en dur, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que le côté réticent de la lecture, mais ça vient aussi de l'éducation. Okay. D'accord. Vous savez, nous en Afrique, on sait qu'il y a l'éducation à l'école, à la maison, dans la rue, etc. Ça dépend de comment est-ce que vous éduquez aussi vos enfants. Parce qu'avant de devenir adulte, on passe par un processus de naissance et jusqu'au niveau de l'adulte. Mais ce que je pourrais dire dans ce sens, c'est de plus en plus encourager. Encourager les jeunes à avoir accès à des livres. Et c'est la raison pour laquelle, même quand nous écrivons également, nous mettons ça à vil prix pour permettre à ce que tout le monde ait accès. Okay. Il y a aussi un problème organisationnel. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir accès à des bibliothèques, des informations aussi importantes, des livres et tout ça, il faudrait que les nations africaines prennent une responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un cadre qui va encadrer, au fait, qui va donner une forme à cette envie, ce désir-là de lire. C'est-à-dire qu'en commençant par mettre en place des structures, mettre en place des associations qui encouragent la lecture, à mettre à la disposition de cette jeunesse-là également la lecture. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut encourager ce secteur-là. Dire que nous n'aimons pas lire, entre guillemets, bon, ça dépend, mais je pense qu'il faut plutôt encourager la lecture. Et moi, je pense que la meilleure façon de parler, c'est de les écrire. Parce qu'aujourd'hui, si moi, j'ai pas le temps de lire, M. Igor n'a pas pu lire mon livre, croyez-moi que c'est pas vous et moi qui allons changer le Congo ou bien l'Afrique en un claquement de doigts. Probablement, il y aura des esprits, des grands esprits, comme je dis, on n'arrête pas un grand esprit, qui viendront et qui auront accès au livre, et qui vont le lire et qui vont peut-être mettre en application ce que nous, on n'a pas pu mettre en application, même si c'est nous qui les avons écrits. Évidemment, comme vous l'avez dit, Monsieur Ludel Lebou, évidemment, comme je l'avais tantôt annoncé avant justement de vous poser cette question, vous avez évoqué dans votre ouvrage la problématique d'industrialisation de l'Afrique. Il se pose un problème d'industrialisation du continent, sachant pertinemment que l'industrialisation est même un facteur clé du développement. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique d'appuyer sur les leviers qui va accélérer les processus de son industrialisation? Alors, avant d'industrialiser, il faut avoir des éléments qui vont vous permettre de pouvoir le faire. D'accord? Si vous n'avez pas le minimum pour pouvoir industrialiser, comment comptez-vous industrialiser un continent ou bien un pays? C'est pas possible. Aujourd'hui encore, les gens parlent de la situation économique. Mais comment voulez-vous parler d'une croissance économique
si vous n'arrivez pas à fixer des problèmes qui peuvent vous aider à aller vers cette croissance. Donc c'est la même problématique. Et donc ces véritables mobiles sont pourtant vous interloquer qui font en sorte que, n'est-ce pas, l'Afrique ne puisse pas parvenir à son industrialisation. Exactement. Il y a des b.a.-ba, il y a des petites choses qu'il faut déjà faire pour pouvoir aller vers l'industrialisation. En amont, évidemment. Et bien sûr. Aujourd'hui, on se retrouve dans un continent où personne n'a l'électricité, personne n'a de l'eau. Et dans quel pays au monde c'est industrialisé sans l'eau, sans électricité? Ça n'existe pas. Tout ce que vous allez nous dire aujourd'hui en Afrique, moi je dis, il y a un commencement. Aujourd'hui, ce que nous les Africains nous faisons, c'est que nous prenons un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, et après nous passons pour dire, économiquement parlant, vous avez lancé quoi exactement? Parce qu'aujourd'hui, ces industries, même les peu des industries que nous avons, peinent à faire des revenus, peinent à apporter l'innovation, peinent parce qu'il n'y a pas le nécessaire. Le nécessaire pour avoir un pays assez industrialisé, c'est l'eau et l'électricité. Pourquoi je parle de l'électricité dans ça? L'électricité va favoriser au fait l'accès à l'information. Pourquoi? Parce que celui qui se trouve au fin fond, là-bas, peut avoir la capacité de lire, de s'informer. L'électricité va créer ce qu'on appelle l'innovation. Il n'y a pas d'innovation sans électricité. S'il n'y avait pas d'électricité, je ne serais pas dans ce plateau de télévision aussi joli, vous comprenez? Et donc, l'électricité va apporter ce qu'on appelle va réduire l'insécurité. Les gens parlent de l'insécurité, sécurité partout, mais en Afrique, l'insécurité, oui, mais la première raison de l'insécurité, c'est le noir. Ça, on ne justifie pas ça. Quand c'est suffisamment éclairé, le bandit, il fait comment? En Afrique, il y a une tendance, surtout l'Afrique noire. À 6 heures, on se réveille tous. 19h, 20h, on rentre tous dormir. Économiquement parlant, on s'en sort comment? Il faut qu'il y ait ceux qui se réveillent le matin, et il y a d'autres qui se reposent. D'autres rentrent dormir, d'autres sortent pour travailler. Alors, ceux qui vont aller travailler le soir, c'est quoi? La création de la main-d'œuvre, les industries de transformation, les industries de plusieurs matières premières, etc. D'accord? Et d'autres vont se reposer. Quand les autres sortent, c'est comme ça que l'économie se crée. Mais est-ce qu'au regard des potentialités que revêt l'Afrique, évidemment, à travers, je dirais, ces barrages hydroélectriques, est-ce que l'Afrique, on peut concevoir que l'Afrique puisse manquer l'électricité? Si on prend l'exemple de la République démocratique du Congo, dont les taux, n'est-ce pas, de raccordement à l'électricité avoisinent à peine 21% sur les 120 millions d'âmes, c'est donc écœurant, ça prouve à suffisance que plus de la moitié de la population congolaise n'est pas éclairée. Mais qu'est-ce qui justifie ces paradoxes? Vous avez des potentialités, vous l'avez évoqué ici, d'énormes potentialités, mais vous n'arrivez pas à capitaliser ces potentialités. Mais qu'est-ce qui justifie ça? En réalité, ce n'est pas un problème de la population, c'est un problème de gestion managériale. La gestion n'est pas bonne. Il n'y a pas d'autre justification. Ce n'est pas un problème de financement par hasard, puisque peut-être il arrive par moment que voilà, on ait cette volonté de faire, mais on est quand même incapable de mobiliser les ressources nécessaires pour parvenir à cette finalité. J'ai toujours dit l'Afrique n'a pas un problème de financement. Je suis désolé, mais... C'est un problème que vous n'avez pas identifié dans votre ouvrage. Manque de financement. Non. Même s'il est criant. Non. Parce que dernièrement, le rapport de la Banque africaine de développement, on a pu savoir qu'il y avait un déficit de financement d'au moins 100 milliards de dollars américains. En fait, quand les Africains parlent de financement, à la limite, j'en rigole un tout petit peu. J'en rigole parce que je pense qu'aujourd'hui, quand je prends l'âge moyen de maturité des pays africains, et qui peuvent encore venir nous dire que si on n'a pas d'électricité parce qu'on n'a pas de financement, je m'en manque un tout petit peu, entre guillemets. Parce que je pense que avec la maturité que nous avons, entre guillemets, dans l'administration, et le potentiel en termes de richesse que les pays africains ont, on ne parlera pas de problème de financement. Entre guillemets, pour ouvrir juste une parenthèse, quand je prends les volumes de détournements qui se passent dans les pays africains, à la limite, je pense qu'aucun pays africain, sur tout ce qui a été détourné, peut manquer d'électricité. Et donc, c'est un faux débat. Le problème de manque d'électricité dans les pays africains, c'est un faux débat. Pour moi, il nous manque une bonne administration et une bonne gestion. Vous parlez d'une gestion managériale pour exactement. Il faut mettre des personnes qui ont la capacité de diriger ces institutions. Mais est-ce qu'on manque de personnes?
Est-ce qu'on manque de cerveaux capables de diriger à bon escient notre pays? Ils sont là nombreux. Il y a des professeurs des universités qui sont à la tête des institutions reconnues. Mais j'ai un problème avec même les professeurs qui sont à la tête des universités, là. En fait, en réalité, on en a connu beaucoup aussi qui sont à la tête des institutions. Prenons juste les cas, entre guillemets, de notre beau pays. Mais en regardant les chiffres, les résultats, ils sont bien les professeurs. Le problème, il n'est pas lié au titre, etc. Et c'est quoi exactement le problème? Le problème, c'est comme je dis, c'est d'abord un problème générationnel. C'est très important. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que notre génération, nous avons besoin de s'industrialiser. Nous avons besoin de l'électricité, nous avons besoin de l'eau. Okay? Et ça, c'est une priorité. Vous donnez aux Africains l'eau et l'électricité, croyez-moi que vous avez résolu au moins à 20% vos problèmes économiques. Vous donnez aux Africains l'électricité, vous avez réduit au moins à 20% les problèmes liés à l'insécurité. Vous donnez aux Africains l'électricité, vous créez des génies. Ils n'auront pas de temps d'aller faire le banditisme. Regardez combien sont des personnes qui traînent les rues ici, en RDC par exemple. Ils ne savent pas quoi faire de leur journée. À la limite, ils ne peuvent même pas rester chez eux, je vous assure, monsieur Igor. Même moi, quand je me réveille chez moi le week-end, où je dis j'ai envie de rester à la maison, dès qu'il n'y a pas d'électricité, j'ai envie de partir. Je fais quoi à la maison? Parce que si j'ai l'électricité, je peux suivre un documentaire, je peux lire calmement, je peux me former, je peux faire beaucoup de choses avec mon ordinateur. Mais quand j'ai pas, on est obligé de se positionner dans les cafés, même encore dans les cafés qui ne sont pas congolais. Et on dépense à des prix exorbitants. Pour quelle raison? Alors que l'électricité ne devrait pas coûter cher, à la limite. Donc il faut savoir résoudre le problème là où il y a le problème. Il ne faudrait pas que les gens créent des situations pour se justifier que non, économiquement ça ne va pas, mais économiquement ça ne va pas. Comment vous expliquer que dans une ville, comme Kinshasa par exemple, un entrepreneur congolais ne peut pas faire 2 courses? Impossible. Même encore, aujourd'hui avec une moto, c'est difficile d'en faire 3. Je crois qu'on va en parler en profondeur dans cette émission, mais j'aimerais bien qu'on puisse rester un tout petit peu sur cette question d'électricité. Dernièrement, la République démocratique du Congo a bouclé avec les bailleurs de fonds, avec les partenaires financiers internationaux, des accords de financement à hauteur de près de 2 milliards de dollars américains, dont une partie, n'est-ce pas, de ces ressources extérieures sont dirigées vers le financement d'un grand projet, le projet hydroélectrique Inga 3. On apprécie ça. Vous appréciez? Ah oui. Est-ce que vous pensez que cela va aboutir à une finalité escomptée ou il y aura cette vague que vous avez décrite ici, des détournements, de corruption qui vont faire en sorte que, n'est-ce pas, le fonds que nous avons pu contracter auprès des bailleurs des fonds internationaux, que nous ne puissions pas canaliser ça vers le projet assigné préalablement? Monsieur Igor, entre vous et moi, parlons franchement, à quoi vous attendez? Non, ben, moi je pose la question, c'est à vous de répondre. En fait, c'était juste une parenthèse. Mais écoutez, on reste positif. On reste positif. Moi, je pense que, en toute objectivité, on doit rester positif et croire que ces financements vont aider la RDC à pouvoir stabiliser la raison pour laquelle on a reçu cet argent et nos encouragements à la Banque mondiale qui nous accompagne encore une fois de plus dans ce sens. Mais je pense que ce n'est pas les premiers, c'est pas les premiers financements que nous avons reçus. Donc après, j'espère que la personne qui se trouve au fin fond là-bas de Maluku va être électrifiée 24 heures sur 24 et vous allez voir. Justement, avant justement de fermer complètement ces chapitres, on a l'impression que vous indexez la politique managériale. Mais dans votre ouvrage, vous mettez également en exergue la jeunesse africaine. Alors, on aimerait bien savoir quelle est la responsabilité de la jeunesse africaine face aux défis du développement du continent. Ah, magnifique. Déjà, pour rappeler un tout petit peu, le livre, il est j'ai évoqué trois éléments importants dans le livre. Donc, le livre, premièrement, il est social. Évidemment. Deuxièmement, il est politique. Troisièmement, il est éthique et culturel. D'accord? Et donc, du coup, comme je dis, ce livre appartient à tout le monde. Évidemment. Voilà. Comme je ne suis pas un homme politique, du tout, rien du tout. Je m'exerce ma vie à ma manière. Je me bats pour manger au petit matin. Et je suis écrivain également. Et mon idée, c'est d'accompagner, au fait, juste une vision africaine. Et quand j'ai écrit ce livre,
je pense en 2022, il n'y avait pas encore... aujourd'hui, c'est vent en poupe sur l'Afrique doit se réveiller. Vous vous rappelez, aujourd'hui, l'Afrique doit se réveiller devient comme un concept que la majorité des pays africains sont en train d'adopter. Et encore, je me dis, est-ce que j'étais prophète? Parce que tout ce qui est écrit dans mon livre aujourd'hui, j'entends des grandes autorités des pays prononcer, dire qu'il faut que l'Afrique se réveille. Je me rappelle encore une fois, j'ai publié ça sur un de mes réseaux, j'ai eu des critiques, on m'a dit que c'était trop prétentieux, que l'Afrique ne pouvait pas. Vous voyez un peu les nègres de maison là, pessimiste, exactement, les nègres de maison là, voilà, que c'était trop, non, c'était trop, c'est pas possible, c'est juste un titre qui attire, etc. Et les gens n'en croyaient pas. Mais l'année qui suivait, l'Afrique a transformé à la minute. Ce sont des slogans, ce sont des jeux africains, et même à l'Occident, nos frères de l'Occident pensent que l'Afrique doit se réveiller. Et moi, je me dis, est-ce une prophétie? Ou bien c'est juste un vent qui souffle l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est irréversible. L'Afrique va y arriver. Et pour que l'Afrique... Quand, je ne sais pas, mais l'Afrique va y arriver. Et pour que l'Afrique arrive, évidemment, je vais un tout petit peu escamoter quelques questions pour justement épingler, puisque vous parlez dans votre ouvrage, je crois, au 5e chapitre, de l'importance de l'Église, de l'apport de l'Église. Alors, quel est au fait l'apport, évidemment, de cette Église dans ces combats pour le développement du continent, tant que l'on sait pertinemment que les églises au Congo sont par moments devenues, n'est-ce pas, des industries commerciales. Pensez-vous que cette mission assignée préalablement à l'église évangélique, mais également des conscientisations de la population, le peuple de Dieu, si on peut le dire ainsi, l'église remplit-elle convenablement cette mission? Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, les églises, pour ne pas dire des industries, en fait, les églises sont devenues des abris des personnes abandonnées par leur nation. Des personnes abandonnées par le manque de gouvernance, des personnes abandonnées, par la vie. Et donc, les églises sont devenues des abris pour ces personnes-là. Et je pense que les églises font leur travail. Aujourd'hui, il faut regarder, ne regardons pas les choses de manière juste financière. Parce que les gens ont tendance à penser que les églises deviennent trop monétisées, parce qu'on observe, on regarde le train de vie des pasteurs, etc., ceux qui sont censés montrer l'exemple, entre guillemets, mais bon, après, on ne va pas trop les indexer, chacun sait comment il gagne sa vie. Mais l'Église a un rôle important dans le développement de l'Afrique. Comme j'ai dit aujourd'hui, la gestion en termes managériels, ils ont échoué et la population a trouvé abri dans les églises. Qu'est-ce qui est prêché dans les églises? En réalité, on ne nous demande pas d'aller voler. On nous demande de croire. D'accord? De prier. Dieu va faire. Premièrement. Mais deuxièmement, il faut reconnaître une chose. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs ont compris une chose. Ce peuple abandonné, par leur pays, ou bien par leur gouvernement, viennent dans les églises pour trouver des refuges, pour trouver des mots qui les encourageraient, pour trouver de la force, pour continuer à espérer de vivre. Et j'apprécie encore le rôle qu'ils sont en train de prendre en ce moment. La plupart des pasteurs sont en train de devenir des mentors et des coachs. Non seulement ils nous demandent de croire en la foi de tout un chacun, mais ils nous demandent également de travailler, de bosser. Ces églises aujourd'hui, j'en connais des églises qui encouragent des jeunes à l'entrepreneuriat. Je connais même. Mais vous pensez que ce message est convenablement véhiculé, puisque les résultats semblent être piètres? Non, mais le problème, c'est que le résultat sur combien? Aujourd'hui, la question d'employabilité des jeunes au Congo pose énormément de problèmes. On sait bien qu'en Afrique, sans pour autant vous interloquer, 77% de la population africaine est constituée de jeunes. Mais si on regarde bien le taux de chômage des vies est beaucoup plus prépondérant. Il y a encore le refus même de laisser la place à la jeunesse. Et ça, c'est clair. Mais non, vous voulez que les églises fassent quoi? Mais cette jeunesse est-elle compétente? Et bien sûr. Avec assurance, je le dis, cette jeunesse est compétente. Cette jeunesse n'a juste pas l'occasion de s'exercer. Et encore, si je prends le pays et le cas de notre pays, la RDC, je me dis, mais il n'y a pas une meilleure jeunesse que la jeunesse de la RDC. Ah, vous allez peut-être être étonné, mais moi je vous garantis que la jeunesse de la RDC est formidable. En quoi est-on? En quoi est-on? D'accord. Regardons sur le plan
diaspora, cette jeunesse. Combien sont les Congolais à l'extérieur de ce pays? Incroyable. J'ai vu des marches de soutien quand on a eu des problèmes d'agression. J'ai vu le nombre. Combien sont les Congolais qui se trouvent en train de performer, de gagner dans les industries à l'extérieur de ce pays? Combien ils sont? Magnifique. Alors, revenons maintenant sur le Congolais, le jeune Congolais qui se trouve au Congo. Combien sont ceux qui se réveillent chaque matin avec l'espoir qu'un jour, lui aussi, il pourra gagner 1000 francs? Combien sont? Combien sont ceux qui, chaque matin, savent que si je tombe malade, je ne peux même pas aller à l'hôpital pour me faire soigner, mais je dois vivre? Combien sont ceux qui, chaque matin, qui sont dans les rues, en train de chercher de quoi manger, sans pourtant inquiéter qui que ce soit? Alors, c'est une jeunesse formidable. Une jeunesse formidable, mais également crédule, qu'il faut encadrer. Une jeunesse formidable, mais également crédule, comme vous l'avez d'ailleurs dit dans votre ouvrage, une jeunesse qui est crédule, qui est optimiste face à la génération future. Je vois que vous avez très bien lu. Évidemment, puisque j'ai le temps de les compulser des fonds en comble, mais également, si je reprends bien le mot que vous avez repris à la, faites le mot, vos propos, à la 186e page, où vous reprenez la prophétie de Papa Simon Kimbangu, qui a dit « L'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir ». Que vous a inspiré ces propos personnellement et que ce propos peut-il inspirer à la jeunesse africaine en général, mais surtout congolaise en particulier? En peu de mots, pour ne pas vous étendre. Juste pour dire que l'homme noir deviendra blanc, c'est évident. Ce n'est pas une évidence de manière généralisée, mais c'est une évidence de manière... comment je peux dire ça? C'est le pourcentage. Si je dois, en termes de pourcentage, je dirais sur 100%, c'est une évidence qui tend aujourd'hui vers 10%, 15%. Ça n'a pas trop d'impact. Mais en vrai, si on regarde sur base des potentialités, parce que c'est une prophétie peut-être, si on regarde en termes d'avenir, on émet beaucoup plus d'avenir en Afrique. On dit que c'est le continent d'avenir. On y voit pratiquement plus de 60% d'une jeunesse. Mais on regarde aussi, comme je dis, les nègres de maison, les conservateurs, ceux qui n'ont pas pu croire. L'Afrique doit se réveiller. Ceux qui ont douté, ceux qui ont dit c'est pas possible. Mais je vous informe, il s'agit bien de l'homme noir qui dit l'Afrique ne doit pas se réveiller. Parce que pour lui, si l'Afrique se réveille, tous les Congolais ou bien tous les Africains auront le même traitement. Mais comment est-ce que lui, il va montrer que lui, c'est un noir accepté? Je vous garantis, il y a des noirs qui se prennent vraiment pour des blancs. Un problème d'aliénation, comme France Fanon l'a dit, qui taraude les esprits des Africains. Monsieur Ludel, si je peux donc vous résumer, on est en train déjà de chuter. C'est une belle émission, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de tout passer de fond en comble. Seulement, on ne peut pas boucler ces chapitres sans pour autant évoquer cette problématique, celle évidemment liée à la mondialisation. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire, si je peux reprendre l'expression de Marshall McLuhan. Mais l'Afrique dort encore. Si on reste dans les considérations métaphoriques de votre ouvrage, l'Afrique dort encore. Alors, puisque l'Afrique est en train de dormir, on suppose qu'elle est dans un état hypnopompique, hypnagogique, on ne sait pas, un état de profond sommeil. Alors, comment l'Afrique traverse-t-elle cette période de mondialisation, ou encore comment l'Afrique doit-elle traverser cette période de mondialisation? Alors, pour aller directement à la réponse, il faut mettre des personnes qui sont adaptées à la mondialisation, à l'industrialisation, à l'innovation. Comprenez, vous ne pouvez pas donner la gestion d'un continent qui se dit continent d'avenir à des personnes qui ne voient plus leur avenir dans ce continent. Vous ne pouvez pas donner l'avenir d'une nation à une personne qui ne se considère plus être à mesure de pouvoir se lever, mettre son énergie, la compétence et le temps en faveur de son continent. Donc, en ce moment-là, il faut donner l'Afrique vers des personnes qui sont adaptées. Et ça, c'est la jeunesse. Les personnes qui ont du temps, de l'énergie et le savoir aujourd'hui. Une personne qui est en mesure de faire 3, 4, 5, 6 choses en même temps. Et comme je le dis encore, l'Afrique échoue aujourd'hui. C'est pas parce que... C'est vrai qu'on sommes très peu industrialisés, mais c'est par manque de suivi. Les gens n'ont plus le temps de faire les suivis. Les gens ne savent pas quoi faire les suivis. Ils ont beaucoup d'argent, trop. Les Africains, oh, ils en ont.
Et je crois que ça sera peut-être la dernière question, mais évidemment à la fin, les Africains ont l'argent, mais seulement on ne sait pas encore appuyer sur un bon levier pour justement impulser le développement de notre continent. Exactement. Vous êtes panafricain, Ludel Lebou. Et une fois qu'on regarde votre ouvrage, l'Afrique doit se réveiller quand le compulse des fond en comble, et surtout quand on part à la dernière page, celle de la bibliographie, on se rend compte que vous avez lu beaucoup d'ouvrages, vous avez lu beaucoup d'auteurs, notamment Kalala Omotunde, Nosré, Aimé Césaire, panafricanistes de grands renom. Qu'est-ce que leur plume vous a-t-elle inspiré pour que vous puissiez avoir une considération typiquement autre que des Africains que vous avez désignés ici, des, je dirais, extrémistes qui se sont concentrés sur soi, qui n'ont pas la vision idéaliste et de développement de notre beau continent? Alors, je pense que ce qu'il faut comprendre de ces panafricains, c'est d'abord leur combat, c'était quoi? D'accord? Et après avoir compris leur combat, et je pense qu'aujourd'hui, loin de nous, l'idée de la division. Comme je le dis, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde est culture-directionnel, d'accord, sur tous les plans, politique, économique, culturel, tout. En fait, aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas se développer sans l'Occident, sans... C'est comme l'Occident ne peut pas se développer sans l'Afrique. Donc l'Afrique ne doit pas être autarcique. Voilà. Et donc, il nous faut un mixage des connaissances, des compréhensions, des valeurs. Il faut accepter les autres comme ils sont. Et maintenant, partager la connaissance pour permettre aux autres également de hausser le niveau. Et donc, les auteurs que j'ai cités dans mon livre, oui, j'ai eu besoin de leur inspiration pour comprendre réellement quels étaient leurs besoins, leurs combats. Et voilà, mais paix à leur âme. Mais je pense que aujourd'hui, on a besoin de cette mixité pour avoir un continent qui brille. Parce qu'on a besoin du savoir, on a besoin de la science. C'est vrai, on a besoin de la science, qui dirait, science sans conscience n'est qui ruine des l'âme. Évidemment, on espère que votre message sera répercuté aux personnes adéquates, personnes qui vont évidemment activer les leviers des croissances et du développement de notre continent, mais particulièrement de la République démocratique du Congo, donc, sans mentionner le fait qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Okay. Mais en dernier ressort, pour finir complètement cette émission, Ludel Lebou, vous êtes congolais? Oui, je suis congolais. Vous êtes africain, de surcroît? Je suis africain, de surcroît. Comment vous entrevoyez l'avenir de ces pays et de l'Afrique? Okay. Et quelles sont vos dernières et principales recommandations? Merci infiniment. Alors, pour la RDC, d'accord, je nous souhaite vraiment un pays qui soit grand par rapport à nos attentes. Voilà. Le monde attend beaucoup de la RDC et je pense que la RDC y travaille pour y arriver. Je dirais plutôt à ceux qui nous dirigent d'être beaucoup plus regardants, beaucoup plus attentifs et surtout d'activer leur énergie et leur temps surtout à accompagner cette génération, cette jeunesse-là, à apporter leur savoir-faire. Donc, essayer de nous donner le minimum seulement, ce qu'on leur demande. Le minimum, pas beaucoup. Voilà. Et s'ils nous donnent le minimum, je pense qu'ils ne vont plus faire assez d'efforts. Parce que cette jeunesse est une machine. Et pour l'Afrique en général, je pense que la tendance, le temps, il est donné. Aujourd'hui, il y a des leaders africains qui sont en train de montrer l'exemple et le chemin à prendre. Et je pense que tous les pays africains aujourd'hui essaient de mettre un peu plus en avant leurs compétences, leur savoir interne, avant de pouvoir s'externaliser. Et je vois également une tendance qui est en train de changer. Beaucoup des jeunes de la diaspora sont en train de rentrer dans leurs pays respectifs pour apporter leur expertise, leur connaissance, leur savoir. Je pense que c'est aussi une très bonne dynamique. Et donc, pour une recommandation de manière globale, écoute, je dirais tout simplement que le livre « L'Afrique doit se réveiller » est là, est disponible, et que chacun peut s'en procurer et prendre connaissance et essayer de mettre en avant le livre, le lire et appréhender la pensée qui est à l'intérieur. Comme je dis, le livre, c'est comme un esprit que je veux partager à toutes les personnes qui vont le lire, et surtout à cette jeunesse africaine que j'aime beaucoup, de les encourager à ne pas abandonner. Parce que tout commence par un rêve, et un rêve va se réaliser. Et surtout, il faut avoir des grandes ambitions,
comme l'Afrique doit se réveiller, donc l'Afrique doit se réveiller, nous on est d'accord que ça va se réveiller, on est à fond dedans, et donc c'est notre objectif et on va y arriver. Et voilà, c'est un impératif, l'Afrique doit se réveiller. Merci beaucoup, Ludel Lebou, d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation et d'être passé ici à Ecofin Télévision. Mais, écoute, le remerciement me va droit au cœur. Moi, je vous remercie également, en tout cas, M. Igor, de m'avoir reçu dans votre joli plateau. J'apprécie énormément les conditions, c'est magnifique. Et donc, nous encourageons également les entrepreneurs congolais, ceux qui ont des plateaux de télévision, d'essayer de faire comme Ecofin. Merci beaucoup, M. Ludel. Et voilà qui met fin justement à cette émission. Je rappelle ici, nous avons reçu Ludel Lebou. Il est banquier, écrivain et auteur de cet ouvrage magnifique de 194 pages. Un ouvrage intitulé « L'Afrique doit se réveiller ». Un impératif, évidemment, pour le réveil du géant continent africain, évidemment pour son développement. Merci à vous d'avoir suivi ces magazines. Et à très bientôt.